Chers collègues, chers amis qui me suivaient sur Facebook et les invités sur la plateforme Zoom, nous invitons aujourd'hui dans le cadre du séminaire annuel du laboratoire Histoire des économies et des sociétés méditerranéennes, migration forcée et asile dans l'espace méditerranéen, le professeur Mohamed Cherif de l'Université d'Agadir, qui présentera aujourd'hui une communication intitulée Migration subsaharienne via les pays du Maghreb. Je rappelle rapidement, donc le CV de Si Mohamed est vraiment très long, mais je vais rapidement donner un petit aperçu. Donc, Mohamed Cherif est président de la Commission régionale des droits de l'homme d'Agadir et membre de la Commission des Nations Unies pour la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Mohamed Cherif, je rappelle qu'il est géographe urbaniste et professeur émérite à l'Université de Zohr Agadir. Il est diplômé de l'Institut d'aménagement régional d'Aix-en-Provence, docteur en géographie de l'aménagement de l'Université de Poitiers et docteur en sciences de l'Université libre de Bruxelles en 2000, fondateur de l'Observatoire régional d'immigration, Espace Société Ornès. Il est membre associé de l'équipe migrataire CNRS Poitiers France et membre de plusieurs réseaux des sociétés géographiques. Il compte à son actif de nombreuses publications dans le domaine des populations et du développement. Mohamed Cherif est reconnu internationalement puisqu'il est professeur invité dans plusieurs universités étrangères et il est consultant, expert sur les questions migratoires auprès du Fonds des Nations Unies pour la population, le Conseil d'Europe, la division de la population des Nations Unies, le Conseil consultatif des Marocains résidant à l'étranger. Et récemment, notre laboratoire, laboratoire Histoire des économies des sociétés méditerranéennes, qui essaie de renforcer les relations avec nos collègues marocains et aussi en témoignage de notre reconnaissance pour son parcours riche et son engagement aussi pour la défense des droits des migrants. Nous avons publié un ouvrage intitulé Migration méditerranéenne, institutions et liens sociaux, publié chez Nirvana en Tunisie. Ça a été dédié au professeur Mohamed Cherif. Cet ouvrage sera publié, réédité également au Maroc et je pense qu'il paraîtra au début de l'année 2022. C'est Mohamed Mahbabi qui, je vous laisse la parole, essayez de ne pas dépasser les 35 minutes et on prendra quelques questions par la suite. Merci beaucoup, c'est Riyad. C'est un plaisir de se retrouver, mais je profite de cette occasion pour te remercier vivement, toi et l'ensemble de l'équipe de ton labo, Hayat et tous les autres, à la fois pour le geste qui m'a touché profondément. Lié à un livre, à ma modeste personne, j'ai trouvé que c'est une marque qui symbolise beaucoup pour le Maghreb en général. Ça montre un petit peu ce que nous faisons ensemble depuis pas mal d'années et que nous continuons toujours à faire. Et j'espère que ça va évoluer de plus en plus à travers nos étudiants et nos doctorants que nous avons mis en contact. Et je crois que c'est une marque qui m'a touché. Donc, encore mille merci. Merci aussi pour ton dynamisme, ton implication en tout ce qui touche les questions migratoires et tout ce qui touche la citoyenneté. Je sais que tu es très impliqué sur beaucoup de projets. Je pense notamment à la revue arabe sur l'immigration et l'asile, qui est une nouveauté en arabe, au niveau du monde arabe. Je pense aussi à ton livre que j'espère, témoignage un petit peu qui retrace un petit peu ton parcours aussi comme jeune engagé, historien entre les deux rives de la Méditerranée. J'espère qu'on aura le plaisir de le présenter ici à Agadir. Je crois dans cette communication, je ne sais pas si on peut l'appeler communication ou intervention, il me semble le plus important, dans un premier temps, de rappeler une chose qui est primordiale pour moi. De toutes les régions, de migration de par le monde, la Méditerranée en général et la Méditerranée occidentale en particulier présentent la zone la plus dynamique d'immobilité internationale. Nous sommes dans une zone très dynamique sur les aspects migratoires. Elle s'insère dans une épaisseur à la fois historique, séculaire et profonde, et ça, tu es l'historien, tu le connais, répondant aujourd'hui aux disparités économiques entre les deux rives,
démographique et géopolitique avec les perturbations qu'on connaisse un petit peu les deux rives de la Méditerranée et surtout la rive sud et la rive est que l'on peut rencontrer entre les deux rives aussi. Ces différences qui est pratiquement béante. Hein. Si on compare entre le nord et le sud de la Méditerranée, je crois que l'écart il est énorme sur beaucoup de points. Donc, mon propos va se limiter essentiellement donc, à la Méditerranée occidentale et aux pays du Maghreb central, à savoir le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Bon, je vais aborder 3-4 points globalement. Donc, je vais rappeler rapidement le contexte général. Je vais rappeler aussi l'Europe qui se verrouille de plus en plus, parler aussi de la fonction d'interface que jouent les pays du Maghreb central, évoquer le parcours qui est, il faut le dire, semé d'embûches de l'immigrant et évoquer la figure de candidat à l'immigration pour conclure sur quelques considérations. Donc, le contexte général. D'une part, il est certain que la chute du mur de Berlin, l'écroulement du bloc soviétique, l'élargissement de la communauté européenne aux États de l'Europe centrale, l'union politique et économique de Maastricht, la convention de Schengen et la mondialisation du système économique sont parmi les facteurs qui renforcent les hiatus et l'écart économique et social entre les deux rives de la Méditerranée et au-delà du reste de l'Afrique. Il y a également une fracture béante d'ordre géopolitique et démographique. En plus, le déferlement des images, des modèles culturels et surtout des pays européens, mais pas uniquement, rapproche virtuellement cet Eldorado supposé, qui nourrit en permanence l'imaginaire collectif et incite à l'immigration. Donc, on voit des images avec les nouvelles techniques d'information et de communication, et on est attiré par ce monde qui brille à tort ou à raison, mais on croit que le bonheur se situe ailleurs. Ça, c'est autre chose. D'autre part, les changements sociétaux, la délitation familiale et l'immutation économique en cours dans la plupart des pays africains s'accompagnent par l'exode rural, on le sait, conséquence pour beaucoup de stagnation agricole, de concurrence de l'agriculture des pays industrialisés, fortement subventionnés, je pense notamment au coton, et de l'échec des réformes agricoles, sans parler bien sûr des effets de changement climatique. Il faut ajouter une concentration aussi qu'on constate et sur laquelle on peut revenir de plus en plus forte de la population dans des villes qui connaissent un taux de croissance urbain souvent très élevé. À titre indicatif, hein, sans trop vous abreuver de chiffres, la population urbaine d'Afrique est passée de 27 millions à 567 millions de personnes entre 1950 et 2015, soit une augmentation de 2000%, donc une croissance très rapide, sans permettre à un certain nombre de personnes d'acquérir un petit peu la notion de la vie, de la citadinité et ainsi de suite. Et la moitié de la population africaine vit dans l'une des 7617 agglomérations urbaines, avec des agglomérations énormes, hein, je pense notamment à Lagos et ainsi de suite, qui sont devenues de grandes villes. Ceci, dans le cas des villes, et tout particulièrement les plus grandes, attirent une population à la recherche d'un travail rémunérateur, des possibilités d'accès aux services et aux infrastructures qui sont pratiquement inexistantes dans la plupart des pays dans le milieu rural, des occasions d'espérer une mobilité sociale et professionnelle, mais soumise à une forte croissance et à d'intenses flux migratoires. La quasi-totalité des villes africaines vit de problèmes multiples. Résultat, donc les villes ne sont plus en mesure de jouer leur rôle de brassage et d'intégration des populations migrantes. Et ça, on le constate un peu partout, sans ressources qui s'agglutinent dans des quartiers délabrés ou dans des bidonvilles de périphérie. Les villes ont paradoxalement tendance à servir de tremplin pour les jeunes candidats à l'immigration internationale. Aussi, vouloir partir pour travailler et vivre à l'étranger est devenu pratiquement une pratique courante pour de nombreux jeunes Africains, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord, même si la tendance peut-être, et ça peut se discuter, se ralentir, mais la tendance, elle est là, de plus en plus en fonction des pays. Bien sûr, ces considérations sont renforcées et accélérées par un certain nombre de facteurs géopolitiques, des fois des guerres et ainsi de suite. Ça, d'un côté. Donc, voilà, donc on a vu la zone globalement au sud. Si on regarde au niveau de l'Europe,
cette volonté de vouloir partir se trouve, il y a un paradoxe, c'est celui de la volonté manifeste de la construction de la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace Schengen. Il y a une volonté de croître cette circulation. Cette volonté se dédouble par une protection qui se veut étanche, je dis bien étanche, face à l'extérieur. En effet, en dépit des dissensions entre les États, les principes de base d'une politique commune de l'Union européenne en matière d'immigration prennent de plus en plus forme. Nous sommes passés de la Syrie, comme si c'était une série de films, Dublin 1, Dublin 2, Dublin 3. Maintenant, il y a la signature du pacte européen sur l'immigration et l'asile. D'ailleurs, c'est récent, c'est le 23 septembre dernier. Mais on trouve pratiquement le même esprit, fermer l'Europe, verrouiller l'Europe, empêcher qu'il y ait une arrivée massive et essayer d'impliquer les pays limitrophes et créer des hotspots un peu partout, surtout dans les zones d'approche, avec bien sûr une multitude de problèmes. On le voit donc au niveau de maintenant l'Europe centrale, ce qui se passe entre la Biélorussie et la Pologne. On voit aujourd'hui le pape, il est en visite à Malte et en Grèce, avec tous les problèmes qui se posent, malgré certaines tentatives de sa part pour amadouer, pour humaniser un petit peu cette question. Comme il avait parlé il y a quelque temps, quand il a visité justement une première fois Lesbos, il a parlé de la mondialisation de la différence. Cette indifférence européenne continue à exister. On le voit très très bien si on suit les débats des élections actuellement en France et ailleurs. Donc, ce pacte, il a aussi renforcé le rôle de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, ce qu'on appelle Frontex. Il a de plus en plus de pouvoirs, de plus en plus de moyens et de ressources pour jouer justement ce rôle de gardien. De plus, nous assistons à la politisation récurrente de cette thématique, laquelle se mesure à la fois au nombre de modifications législatives et de la multiplication des débats politiques. À la législative, on le voit. On a vu Dublin 1, 2, 3, puis pacte et ainsi de suite. Et à l'intérieur de chaque pays, on voit ces problématiques qui reviennent en permanence. Et en plus, quand il y a des élections, c'est la thématique clé qui est devenue sur toutes les bouches. De telle sorte que certaines frontières ne sont plus du tout situées aux frontières, au sens géographique, c'est-à-dire les limites des pays, politiques ou administratives au terme du terme, mais qu'elles sont ailleurs, là où s'exercent des contrôles sélectifs. Il en résulte un recours de plus en plus grand à l'immigration dite clandestine, entre parenthèses. En concomitance, le déferlement donc, des images, des modèles culturels des pays européens rapproche virtuellement l'Eldorado ou l'Eldorado supposé, nourrit en permanence l'imaginaire collectif et incite à toutes les formes d'immigration, touristique, les études, le travail, le peuplement et ainsi de suite. Toutes les formes, donc il y a une volonté de vouloir vérifier par soi-même, d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et d'ailleurs, dans l'imaginaire de beaucoup de jeunes, le fait de les empêcher de partir, c'est parce que là-bas, c'est meilleur, même si ce n'est pas toujours le cas. Le tout dans un contexte socio-économique où le travail énumérateur se trouve de plus en plus difficilement en Afrique, où le poids familial s'effrite peu à peu, les tentations de consommation grandissent bien sûr de jour en jour, les revendications des libertés publiques et politiques, droits de l'homme, des égalités socio-économiques, de la démocratie, de la méritocratie, de la dignité et de la parité émergent dans les revendications sociétales et ainsi de suite. Donc, on voit ce paradoxe, c'est compliqué. Désormais, les immigrés potentiels construisent une vision des pays de destination basée sur la fascination. Ils sont fascinés par ce qui se passe ailleurs. En plus, interdire, ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. L'idéalisation, il y a une forme d'idéaliser un petit peu, pas que l'Europe, mais les États-Unis, tous les pays développés, entre parenthèses. Et le rêve d'un monde meilleur, supposé, à tort ou à raison, meilleur, qu'il distille à travers les médias et les histoires que brode bien souvent l'immigrant de retour avec parfois un embellissement à outrance. Et ça, on le voit, l'immigré, quand il revient au même, on le voit des fois sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui arrive, même s'il est coincé en Turquie, des fois il envoie des messages avec des photos, des choses comme ça, mais qui sont souvent, c'est pour idéaliser quelque chose qui est rarement vrai, rarement vrai. Pour eux, ces jeunes africains, à tort ou à raison, le bonheur se situe ailleurs, à l'étranger, qui a un effet catalyseur d'espoir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ressasser les idées reçues et préconçues que les Africains pauvres et démunis envahissent l'Europe. On est loin de cette réalité, ce n'est pas le cas.
Si on prend actuellement au niveau mondial, l'immigration représente pratiquement 270 millions en 2021. Au niveau de l'Afrique, il y a environ, les statistiques ne sont pas très, très justes, on estime à 40 millions. En plus, pratiquement 4 immigrés africains sur 5 restent sur le continent. Il y a des endroits, par exemple au niveau de l'Afrique de l'Ouest, 8 sur 10 restent au niveau de cette zone. Et si on reprend les 5 grandes zones économiques de l'Afrique, l'Afrique du Nord est la région où il y a le moins d'immigrés. Donc, on est loin de certaines images ou de certains discours qui sont souvent présentés comme l'invasion, l'arrivée et ainsi de suite. Il va de soi donc que les pays du Maghreb central contribuent peu au flux migratoire entre les deux rives. Donc, il continue, il y a des départs aussi à partir de ces pays, selon les réalités économiques, politiques, les changements, et ainsi de suite. Mais il se trouve surtout géographiquement entre l'Europe au nord et le reste de l'Afrique au sud. Donc, dans une situation d'interface, protégé avec le Sahara au sud et avec la Méditerranée au nord, mais il se trouve au milieu entre le point de départ et le point d'arrivée, sachant qu'eux-mêmes fournissent, bien sûr. Ceci d'autant plus que l'arrêt officiel d'immigration depuis les années 70 et la fermeture des principales routes et la multiplication des mesures coercitives ont transformé progressivement cet espace migratoire, qui est le Maghreb, en espace de circulation et de transit difficile à atteindre et d'où il devient pratiquement périlleux d'y poursuivre sa route vers l'Union européenne. C'est également un territoire de l'attente, de stase, pour passer de l'autre côté, pour ceux et celles ayant toujours comme projet migratoire de rejoindre un pays d'Europe occidentale. On se trouve, on attend, mais il y a qui s'installent bien sûr, mais il y a beaucoup qui sont là dans l'espoir de pouvoir passer de l'autre rive. Résultat, il y a une immigration délicate à définir, à quantifier et à approcher, mais vecteur d'échange et de circulation, en Mare Nostrum, qui demeure paradoxalement un espace d'échange et de clivage, mais dans tous les cas, une interface fertile sur tous les plans. Cette forme d'immigration que l'on ne saurait couper de l'arrière-bassin d'emploi que constitue l'Afrique de l'Ouest participe à la formation de réseaux continentaux dépassant largement le cadre de la mer intérieure et de ses rivages. Donc, normalement, des fois, on trouve une immigration dans ces zones qui vient au-delà de l'Afrique, qui vient de l'Asie et ailleurs, même de l'Amérique latine. Ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Comme on peut s'en douter aisément, les candidats à l'immigration proviennent en partie de régions limitrophes, pour certains et pour d'autres, de pays plus éloignés, mais toujours inscrits dans cette longitude cartographique confère un certain voisinage par transitivité. C'est-à-dire plus qu'on s'éloigne et moins qu'il y a des gens qui arrivent, mais il est mondialisé pratiquement. Donc ceci, si on réfléchit bien, montre à la fois le caractère mondial des mobilités internationales, explique le poids des surveillances de plus en plus accrues et l'importance des turbulences sociopolitiques qui finissent par orienter les candidats vers les goulots d'étranglement naturels que sont les mers, les isthmes et les détroits. Les plus prisés de ces derniers sont bien sûr les points de contact avec les zones de destination, comme c'est le cas notamment du pays du Maghreb. Quand on est au Maroc, on est à 13 km. Quand on est en Turquie, il faut juste pouvoir traverser. Quand on est au Mexique, et ainsi de suite. Donc, on essaie d'aller vers ces zones. Mais arriver déjà dans ces zones, c'est un parcours semé d'embûches. C'est connu, ce sont généralement donc, les plus dynamiques et les plus débrouillards qui partent au loin dans une forme de voyage initiatique. Il faut avoir du courage pour partir. Moi, je le dis, moi, je le pense sincèrement, il faut avoir beaucoup de mérite, beaucoup de courage, de quitter son foyer, son confort, peu importe comment il est, mais il est là, sa famille, et partir dans une forme d'aventure lointaine. C'est une quête de liberté dans tout le sens des termes, mais c'est aussi un moyen de s'affranchir des contraintes socio-familiales, sans couper pour autant le cordon des liens familiaux. Ce départ vers l'ailleurs, vers l'inconnu ou le connu, on va voir. Une manière d'élargir le champ relationnel et de prouver son courage, car il faut beaucoup pour pouvoir partir dans une aventure qui reste sans doute hypothétique. Oser traverser le désert
et la mer d'Alboran, ou la Méditerranée si vous voulez, dans des conditions aventureuses, avec très peu de moyens financiers, en s'appuyant sur des réseaux bien souvent douteux, n'est pas donné à tout un chacun. Là, il faut du courage, il faut beaucoup de force, il faut de caractère pour pouvoir affronter tous ces problèmes. Quoi qu'il en soit, dès la mise en place du système de surveillance tout azimut, aérien, maritime, terrestre, radar et ainsi de suite, qui jalonne la Méditerranée maintenant des deux rives, il suffit de voir ce qui se passe au niveau de Ceuta et Melilla, mais on trouve la même chose au niveau entre la Turquie et ailleurs. Tout au long des côtes espagnoles et l'instauration du système Eurodac, le passage naturel par le détroit au sens géographique, s'en est trouvé bouleversé, constituant à bien des égards un goulot d'étranglement devenu infranchissable, pratiquement infranchissable. Ce changement est dû en premier lieu à l'implantation du système intégral de vigilance extérieure, ce qu'on appelle le CIV. C'est pratiquement un système militaire, hein, donc il détecte tout ce qui passe aux abords du détroit de Gibraltar dès le début des années 2000. Ce système, une application de la technologie qui était récente et qui s'améliore en permanence, grâce notamment à des financements de l'Union européenne, a permis en 6 ans, dès le début de son installation, à verrouiller pratiquement toute la façade maritime espagnole. Hein, donc tout le long de la côte, c'est verrouillé pratiquement. Donc on voit passer tout ce qui n'importe qui, enfin un élément très, très petit passe, on les surveille et il est aperçu. En conséquence, la pression de l'immigration dite clandestine sur les côtes andalouses a nettement diminué à partir de 2005. Et ça, on le voit à travers les chiffres. Je ne veux pas vous abreuver des chiffres, mais les statistiques sont là pour le montrer. Il y a eu une baisse. Et jusqu'à pratiquement ce jour, avec des montées selon les cas par période. Mais globalement, on estime qu'il y a eu une baisse sur cette partie. Par contre, de façon presque inattendue, à partir de début 2006, les débarquements ont proliféré aux îles Canaries, donc surtout entre la période 2006 et 2012, en provenance de côtes du sud du Maroc et de la Mauritanie, et même parfois directement du Sénégal. Hier encore, un bateau a fait naufrage entre le Sénégal et les îles Canaries. Donc, ça continue. Bien entendu, nous assistons à un déport progressif et inexorable sur des nouveaux rivages, avec l'intensification des départs à partir des côtes tunisiennes vers les îles de la Lampedusa, Lenosa et Panteria, et l'émergence d'une immigration à partir des côtes algériennes vers Murcia dans un premier temps et de la Libye vers Malte, Chypre et l'Italie par la suite. Donc pratiquement toutes les zones contribuent peu ou prou à cette migration, peu ou prou à ce passage, malgré les fermetures, malgré le nombre de morts qui avoisine pratiquement plus de 3000 par an, et ainsi de suite. Il y a encore ce mouvement, ces flux qui continuent, mais reste relatif. Hein. Pour les nombreux candidats de l'immigration, la frontière est devenue un obstacle qu'il faut affronter et un lieu qu'il faut plus tenter de contourner que de traverser. On le sait, normalement, pour partir d'un point A vers un point B, la ligne droite, c'est la meilleure, mais là, ce n'est pas le cas. On passe par des détours et ainsi de suite. Au risque de séjourner dans des zones ou dans les zones de transit, dans l'attente d'une expulsion au mieux ou d'y laisser la vie au pire. En même temps, le phénomène de Harraga, qui est connu dans les pays du Maghreb, avec son lot de morts et de disparus, est devenu une question récurrente en Méditerranée, une expression courante dont l'origine, bien sûr, maghrébine, n'est pas difficile à imaginer sans risque de se tromper. On le voit donc avec tout ce que comporte ce mot Harraga, brûler, dépasser, transgresser l'interdit, et ainsi de suite. Maintenant, si on essaie de s'arrêter sur la figure du candidat à l'immigration, dans ce triumvirat, donc entre les pays de départ, des destinations et le candidat, le candidat reste l'élément essentiel, à savoir que il est l'élément primordial à mon sens. L'individu, donc, il faut remonter le parcours en vue de comprendre la situation actuelle qui est la sienne et que l'on peut résumer en termes de détermination, beaucoup de détermination, d'opportunités bien sûr, il espère trouver des opportunités, des occasions et ainsi de suite, et de projets migratoires. Oui, il faut bien parler d'un projet migratoire. Certes, il est aujourd'hui incontestable, l'immigrant emprunte de nouvelles trajectoires, suit des circuits labyrinthiques
compliqué. Il part, il revient, il repart, il repasse, il change de direction et ainsi de suite. Laissant perplexe quant à la longueur du chemin parcouru. On ne compte plus les nombres de kilomètres. Quelqu'un qui part de Cameroun pour arriver en France, il passe par des détours, il fait des trajets labyrinthiques, de va, de revient et ainsi de suite. De même, la temporalité complexe et au risque encouru. La temporalité, on a vu jusqu'à 5 ans, voire plus, pour faire un trajet qui normalement ne demande même pas 3 heures en avion. Toutefois, pensez que ces femmes et ces hommes qui risquent, oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes qui accompagnent les hommes dans ce périple, qui risquent leur vie soit en se perdant dans le désert, soit en dérivant sur la Méditerranée, ce sont des aventuriers. On emploie souvent le terme d'aventurier pour qualifier ces immigrés, est une vue d'esprit à mon sens. En effet, si nous prenons la figure de l'aventurier dans son sens premier, à savoir celui qui part au hasard sur un coup de tête, sans préparation à la recherche d'aventure, alors ces migrants, à mon sens, sont loin d'être des aventuriers. Ils ne partent pas. La plupart des études qui ont été menées montrent, il se peut qu'il y ait quelques cas rares, mais globalement, ce ne sont pas des gens qui partent comme ça à l'aventure, au hasard, à l'aveuglette. Ils préparent. Leurs actions est le fruit d'une réflexion mûre ou mûrie qui se déclenche selon un processus plus ou moins brutal, faisant suite à une préparation à la fois matérielle, sociale et psychologique minutieuse. Il y a tout un processus de préparation avant le départ. Est-ce que je ne vais pas, comment, où, et ainsi de suite. Cette aventure démarre avant le départ, lors du voyage qui peut durer des mois, voire des années, avant de passer ou ne pas passer à l'acte. Ça peut produire. Hein. On a vu qu'il y avait des jeunes déjà au lycée, commencent à réfléchir, vouloir partir, et ainsi de suite. Ils préparent sur une longue période le départ. Ils peuvent passer à l'action, mais des fois, ils renoncent pour une multitude de raisons. Mais il faut également faire preuve de beaucoup de diplomatie et d'ingéniosité pour tisser un réseau, pour établir des contacts. Et on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement, la recherche de contacts, d'adresses, de liens, et ainsi de suite. Un réseau donc relationnel mobilisable et promoteur de savoir-faire nécessaire pour une telle aventure qui ne peut s'improviser. On ne peut pas s'improviser un immigré, à mon sens. Bon, peut-être qu'ils peuvent discuter ça, mais moi, je pense que ça s'organise, ça demande une préparation et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de mérite. Le migrant agit ainsi en acteur de son propre projet, qu'il structure autour de la recherche d'une mobilité à la fois spatiale et sociale, espérant ainsi une transformation existentielle positive. L'espoir de vivre mieux ailleurs, c'est ce qui bue un petit peu ces jeunes. Pour soi et pour les siens, souvent, on trouve ça. D'ailleurs, souvent, les siens aussi contribuent sur le plan moral, financier, ainsi de suite, pour rendre ce départ ou ce voyage ou cette, entre parenthèses, aventure, ce départ vers un pays lointain à travers des embûches et des problèmes possibles. Donc, le projet migratoire se construit donc au fil des conseils, des rencontres, des lectures, d'écoute des médias, des chaînes satellitaires et ainsi de suite. Il y a toute une programmation. Il n'est jamais figé. Il se déconstruit et se reconstruit. On peut modifier en fonction des contraintes et ainsi de suite. Tout au long de l'itinéraire, en fonction des compagnons de route, des opportunités et de rencontres. La plupart des candidats disent avoir modifié le trajet, voire changé de destination suite à une rencontre. Je pars dans une direction vers la Libye, puis il y a un camion disponible qui va vers l'Algérie, donc il change, il revient vers l'Algérie, puis il passe vers le Maroc, et ainsi de suite. Donc, rien n'est figé. C'est rare qu'on a quelque chose de strict. Voire changer de destination à une rencontre heureuse, mais elle est parfois malheureuse. Là aussi, quand il y a des blocages, on sait par le bouche à oreille que la frontière à tel endroit est devenue difficile, il y a de plus en plus de contrôle, donc on change d'itinéraire. Vol d'argent aussi, quand il y a des problèmes. Donc, par exemple, vol d'argent, on est coincé, donc on cherche à travailler puis de repartir, voire d'expulsion, rebondir et revenir. Fréquemment, c'est au niveau des points nodaux. Il y a des points nodaux qui jouent un rôle très important, que les itinéraires changent, comme c'est le cas par exemple à Agadez. Parfois, il suffit de trouver un camion, comme je disais tout à l'heure, en partance pour une direction ou une autre, pour
avec un prix raisonnable, des informations rassurantes sur le parcours, des postes frontières moins regardants, une conjoncture politique favorable pour se diriger vers l'Algérie, puis le Maroc, comme je disais, ou ailleurs, ou prendre plutôt la direction de la Libye. Donc, on est là, on n'est pas, même si on a son projet, on sait où on va y aller, mais comment y aller, ça dépend des circonstances de la vie, de ce qu'on va rencontrer sur son parcours. Ce parcours est par contre caractérisé par l'attente involontaire. On attend. Ça ne dépend pas de soi, mais on attend, involontaire. L'immobilité, dans la mobilité, c'est-à-dire on est dans sa tête, on est mobile, mais on est obligé d'être immobile dans l'attente de trouver une opportunité pour poursuivre ou pour arriver à destination. L'impuissance, souvent on n'est pas maître de ses actions parce qu'on dépend de beaucoup de paramètres qui ne sont pas maîtrisables par le candidat à l'immigration. Le sentiment d'errance, des fois il a le sentiment d'être perdu, d'errer, et ainsi de suite. Le désespoir aussi joue un rôle très, très important aussi. Il y a qui désespèrent, qui s'installent dans un pays, travaillent et finissent par rester et trouver leur bonheur là où ils se sont installés. On l'a vu tout le long de trajet, on en trouve des cas. Le tiraillement entre la prise de décision, là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Je n'avance pas, j'arrête, il y a des morts. Donc, ça, on l'entend souvent dans les discours quand on discute avec les immigrés. Le refoulement ou la reformulation du rapport au temps qui se délate. Le temps, pratiquement, ils disent tout ce qu'ils ont assez de temps. C'est la seule chose qu'ils maîtrisent, le temps. Ils ont le temps, donc ils ne comptent pas le temps. C'est plus les opportunités pour passer, mais comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la temporalité, ça peut durer des années, ce qui est inimaginable. Hein. Donc, normalement, voilà, on est passé de ce stade où autrefois les gens dans les années 60, les années 70 partaient de Bamako pour aller à Paris en 4-5 heures. Maintenant, il faut faire des années pour espérer arriver vivant en France ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, un phénomène aussi, bien entendu, donc ce mode de circulation et d'échange, en concurrence, comme je disais, le harig, ne serait coupé des autres mobilité euro-méditerranéenne, explore de nouveaux espaces migratoires et renforce les connexions. Les filières et les réseaux de circulation participent ainsi à la consolidation de cet espace mouvement, hein, pour reprendre une expression de formule de Brodel. C'est un espace qui a toujours été comme ça, il restera. On peut tenir tous les discours qu'on veut, les échanges entre les deux rives continueront à exister. Simplement, il faut retrouver les chemins de la sagesse, le chemin de respect les uns et les autres, les chemins de confiance. C'est ce qui manque, hélas, donc, de nos jours. Et quoi qu'il en soit, donc, un phénomène aussi complexe que l'immigration dite irrégulière, multiforme et problématique que celui de l'immigration dite clandestine, bien sûr, ne saurait valablement prétendre être totalement circonscrit. On ne peut pas maîtriser. Depuis pratiquement maintenant une quarantaine d'années que j'ai la chance ou le plaisir d'observer, on voit que même quand ils disent, ils verrouillent, d'ailleurs l'expression, elle était d'un Pasqua, d'un ancien ministre de l'Intérieur français, verrouiller la frontière, je pense que c'est impossible. C'est impossible parce que quand quelqu'un a en tête l'idée de partir, et on le voit par exemple, même quand on arrive en Europe, certains arrivent en Europe, mais l'objectif n'est pas la France, par exemple, c'est l'Angleterre. On l'a vu dernièrement avec le naufrage dramatique et le décès de 27 personnes, que ces gens, même ils étaient en France, pays pour lequel beaucoup d'autres rêvent d'y aller, eux, c'est leur objectif, c'est la Grande-Bretagne, et ils continuent à se battre, ils ont perdu leur vie entre la France et la Grande-Bretagne en se noyant dans la Manche. Vous voyez, donc la volonté, il y a un projet et on veut l'obtenir coûte que coûte. C'est Mohamed, essayez de synthétiser, de conclure pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour la discussion. D'accord. Donc, bon, je vais à la fin. Donc, toutefois, schématiquement, on peut isoler trois grandes phases. Soit, premièrement, le contexte prémigratoire, donc dans ce parcours, ou la phase de réflexion et de préparation. Deuxièmement, le contexte migratoire et l'adaptabilité aux événements, comme je l'ai démontré tout à l'heure. Et troisièmement, l'arrivée et l'adaptation au contexte. Donc, il va de soi que le déroulement, la temporalité et la mise en œuvre de projets migratoires est variable d'un candidat à l'autre. Ça dépend des cas. Il y a autant de parcours que de migrants pratiquement. De même, le processus est largement susceptible de fluctuer dans le temps,
d'un individu à l'autre, et ce en fonction du contexte familial, politique, relationnel, etc. Cependant, les autorités européennes expriment toujours et toujours leur émotion et leur tristesse chaque fois que des bateaux d'immigrants chavirent en Méditerranée ou ailleurs, on l'a vu dernièrement, au prix de nombreuses vies, tout en incitant les pays de transit à jouer le rôle de gendarmes. L'Union européenne ne cesse de presser les pays de la rive sud à consentir davantage d'efforts pour décourager, freiner et juguler les flux de clandestins. En échange, ils offrent une contribution financière et logistique, mais le naufrage, le dernier dont j'ai parlé tout à l'heure, de 27 personnes qui a eu le 24 de mois dernier, a provoqué une onde de choc à Londres et à Paris, qui tentent de taire, et on l'a vu, on le voit d'ailleurs maintenant, leur désaccord et d'améliorer la coordination. À la limite, c'est bien qu'il y ait ce type d'événement parce que ça permet un petit peu de voir, de déplacer le cursus vers un autre espace géographique et voir comment ça se comporte. Et je vais directement à la conclusion pour dire que les pays du Grand Maghreb en général et les 3 pays du Maghreb central en particulier se trouvent dans une situation peu enviable, ne pouvant à la fois retenir leurs ressortissants, accueillir dignement et décemment tout à la fois et retenir les migrants, ni procéder à des arrestations et expulsions massives sans porter atteinte au crédit et au capital réel existant depuis longtemps avec des pays frères et amis, sans citer le Sénégal, le Mali et ainsi de suite. Pourtant, c'est ce qu'ils se sont trouvés amenés à devoir faire les uns et les autres, tous les 3 pays. Le pacte mondial pour l'immigration sûre, ordonnée et régulière a été adopté à Marrakech les 10 et 12 septembre 2018. À l'issue de 18 mois de consultation et de négociations, elle est présentée comme le premier accord des Nations unies pour une approche globale d'immigration internationale dans toutes ses dimensions. À travers une approche fondée sur les droits, a abouti à la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits des travailleurs migrants, limitée par le refus des pays du Nord qui ne l'ont pas ratifié à ce jour. Je rappelle qu'au niveau des pays du Maghreb, à part la Tunisie, tous les pays de la Mauritanie à l'Égypte l'ont ratifié. Par contre, ce n'est pas le cas des pays du Nord. Par contre, quand on regarde au niveau du pacte, tous les pays pratiquement l'ont ratifié, mais il reflète une préférence pour des instruments soft law, légers, donc il n'est pas imposable, capable de répondre à des problématiques de manière plus ciblée et flexible. Et nous espérons que dans les années à venir, parce que donc l'année prochaine déjà, il va y avoir une évaluation un petit peu des actions qui ont été réalisées, et on va voir ce que ça va donner. Je m'arrête là et on reparlera si c'est nécessaire, pour ne pas abuser de votre temps. Merci, Si Mohamed, pour cette présentation consistante qui montre bien votre parfaite connaissance de ces questions migratoires dans l'espace méditerranéen et de montrer que cette migration répond à des trajectoires qui commencent depuis les pays africains, mais il y a aussi une migration qui part depuis les pays du Maghreb. Et aussi, elle est liée à un contexte politique, économique, et même, vous l'avez souligné dès le début, un contexte aussi écologique que les chercheurs devraient prendre en considération pour comprendre la situation migratoire. Là, ce qui est très important, c'est on entend notamment cette période électorale en France, ce débat, cette phobie des immigrés. Ce qui est important à prendre en considération, c'est que, vous l'avez souligné, que seulement 4% des immigrés subsahariens partent vers l'Europe, que l'immigration africaine elle est réellement une migration entre les régions africaines. Et c'est pour cette raison qu'il y a un travail, à mon avis, qui devrait se faire au niveau de l'Union africaine. Je pense qu'il y a un travail qui se fait actuellement, mais nous n'avons pas encore vu les fruits. Peut-être l'idée d'un passeport africain, peut-être l'idée d'enlever les visas entre les pays africains. Ça se fait dans le cadre d'accords bilatéraux, mais nous espérons que pour bientôt, cette circulation intra-africaine sera libre. Parce que nous ne pouvons pas défendre notre droit à circuler librement et entrer librement en Europe ou dans les pays d'Amérique du Nord ou dans d'autres parties du monde, sans
avoir aussi une politique respectueuse des droits des migrants. Notre ami Ali Bensar, dans une étude que j'ai publiée dans un ouvrage collectif que j'ai dirigé, étrangers au Maghreb, maghrébins à l'étranger, il a fait le lien entre le renforcement des droits des migrants dans les pays du Maghreb et le processus démocratique. Plus on met des lois respectueuses des droits des migrants, plus on renforce l'édifice démocratique. Et ça, c'est un élément très important à prendre en considération. Et puis, donc, c'est toujours intéressant de revenir à cette logique entre l'espoir, les déceptions et aussi les contraintes sécuritaires des pays de l'Europe et aussi cette politique européenne de voisinage qui implique également les pays du Maghreb dans la surveillance du littoral et des frontières extérieures de l'Europe dans le cadre d'une politique d'externalisation. Je ne veux pas accaparer la parole, mais vous pouvez ouvrir le micro et poser vos questions à ces Mohamed, les amis qui êtes présents ici avec nous. Peut-être Romeo. Bon, c'est juste une... Romeo, vous voulez poser la question, il faut ouvrir le micro. Hein. Voilà. Merci beaucoup, cher Riyad, pour d'avoir organisé ce séminaire permanent et surtout que le professeur Mohamed Charef puisse évidemment nous servir ce panorama essentiel sur les questions migratoires, notamment quand on parle de la mobilité des subsahariens, des pays d'origine, en passant par le Maghreb pour pouvoir remonter. Il y a une question qui, moi, me trotte souvent dans la tête et qui revient tout le temps au niveau des séminaires en général et que l'on nous adresse, à nous qui sommes dans le domaine de la recherche sur les mobilités humaines, notamment sur la question des mobilités des Africains. C'est surtout comment faire et qu'est-ce que nous voyons ou comment nous percevons l'étude, la considération des réelles causes des migrations des Africains subsahariens et qu'est-ce qui peut vraiment se faire en accord avec les propres leaders, disons, africains. Non? Donc, je voudrais, je ne sais pas si je m'explique, avoir un peu l'avis du professeur Mohamed Charef par rapport à ça. N'est-il pas nécessaire de commencer par revoir un peu cette définition politiquement correcte en général des réelles causes des migrations, disons, des Africains? Quelle est sa vision et comment est-ce qu'il voit le futur dans ce sens-là? Merci Roméo, mais c'est une question qui est très difficile à répondre parce qu'il y a, comme je disais, il y a autant d'immigrés que de causes. Les causes sont multiples. Pour moi, en tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, on a deux pôles. L'immigration, c'est l'ADN de l'humanité. L'homme avec un grand H, l'homme et la femme, ils ont toujours immigré, toujours bougé, tout le temps. Et un équilibre qui se fait pour une multitude de raisons. On a tendance à oublier, si on regarde, puisque notre ami Riyad et les historiens peuvent confirmer un petit peu ce que j'ai dit, quand on regarde un petit peu, quand il y avait la période de la transition démographique en Europe, il y a pratiquement 53 à 54 millions d'Européens qui ont quitté l'Europe entre 1860, 1910, 15, 20, disons juste après la Première Guerre mondiale, qui ont quitté l'Europe pour aller ailleurs. Et c'était une immigration, souvent on dit de migration de peuplement, mais ici c'était une immigration économique, soit vers l'Amérique du Nord, vers l'Amérique du Sud, quand on va en Argentine, au Chili, ainsi de suite, mais même en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup d'Européens qui sont venus s'installer, des Allemands, des Néerlandais, des Français, ainsi de suite, et en Australie. Et là, c'était pratiquement libre. Maintenant, l'Afrique, effectivement, il passe par une période de transition économique selon les pays, et ainsi de suite. Il y a une population très jeune et une croissance démographique très importante. Mais il y a aussi une volonté de vouloir partir. Des fois, on a envie juste d'aller voir ailleurs ce qui se passe et y revenir. Mais le périple migratoire, comme j'ai essayé de le décrire rapidement tout à l'heure, il est devenu tellement compliqué, tellement difficile,
qu'une fois qu'on a réussi à passer de l'autre côté, on n'a plus envie de revenir. Parce qu'on a tellement souffert, on a passé tellement de temps, on a vécu tellement de souffrances, puis une fois de l'autre côté, on dit ça ne sert à rien de revenir. On préfère supporter. Or, et ça, tous les chercheurs diront, vous pouvez trouver des écrits, dont, par exemple, si on prend les Maliens qu'on trouvait beaucoup dans la région parisienne, la plupart du temps, partaient dans les années 60, début des années 70 en France, travaillaient, et quand ils étaient fatigués, même avant d'arriver à l'âge de la retraite, retournaient chez eux et envoyaient leur fils ou leur petit-fils ou le cousin travailler à leur place chez le même employeur. Et tout le monde, pratiquement à l'époque, était gagnant. Mais il y avait une forme de liberté de circulation. Avec la mise en place du visa, avec la forme de méfiance, avec la montée de l'extrême droite, maintenant, l'immigré, il est devenu l'ogre, il est devenu le problème, il est devenu... Voilà, on lui accule tout. C'est lui qui est le responsable de tout. Et il y a un rejet. Un rejet, bien sûr, maintenant, il y a une responsabilité partagée. Moi, je le dis tout le temps. Maintenant, il faut qu'on compte sur nous-mêmes, qu'on se développe, qu'on s'intéresse à nous-mêmes. L'Afrique essaie maintenant de prendre aussi ce projet, cette question, ce dossier à bras-le-corps. Le Maroc, Sa Majesté avait accepté d'être leader au niveau de l'Afrique sur ces questions. Donc, il y avait une feuille de route qui était lancée et adoptée lors de la réunion de l'Union africaine à Nouakchott en juin 2018 et qui a adopté cette feuille de route avec l'installation d'un observatoire africain d'immigration pour le nourrir et pour aider à la prise de décision à Rabat, la désignation d'un commissaire en charge de solutions de l'Afrique pour permettre à l'Afrique de parler de même voix pour représenter l'Afrique, de même temps ce qu'on appelle le ZLECAF, donc c'est-à-dire la zone continentale de libre-échange africaine. Il a été adopté à Bujumbura et qui a permis la circulation, c'est-à-dire, si vous voulez, pour faciliter la circulation entre les États du continent africain et permettre aux citoyens aussi de résider et de s'établir librement dans l'un ou l'autre des pays signataires de cette convention. On a parlé même d'un passeport unique au niveau de l'Afrique. Le projet de développement de l'Afrique 2063, il est là. Et il y a un certain nombre d'actions qui sont en train de se multiplier au niveau de l'Afrique pour réfléchir de manière globale, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. Donc, maintenant, bon, il faut trouver les chemins de confiance de part et d'autre. Mais hélas, personnellement, je ne pense pas que de côté européen, il y a cette volonté. On l'a vu. On l'a vu donc, le 24 dernier, quand il y avait eu un naufrage au niveau de la Manche, le débat même entre deux pays européens. Et on l'a vu aussi quand on lit le dernier pacte qui a été signé le 23 septembre dernier pour l'immigration et l'asile, qui est très coercitif, qui a repris pratiquement, qui est dans le même esprit. Donc, je crois qu'il faut qu'on compte sur nous-mêmes et qu'on pense, qu'on ait confiance dans nos pays, qu'on agisse, mais ça, c'est tout un travail qui est nécessaire. C'est Mohamed. Oui. Maïm voudrait vous poser une question. Ouvrir le micro, Maïm. Je ne sais pas, peut-être elle n'arrive pas à activer le micro. Voilà, là ça marche. On ne vous entend pas, Maïm. Essayez de... Pas de souci, entre-temps, je vais poser une question. C'est le micro. Oui. On vous entend pas. Désolé. C'est Mohamed. Oui. Juste une question. Si je peux. Les pays du Maghreb, que doivent-ils faire sur le plan... Est-ce que c'est dans leur intérêt de changer leur législation afin de pouvoir accueillir des réfugiés, des personnes qui peuvent avoir le statut de réfugiés? Est-ce que s'ils le font, est-ce qu'ils s'inscrivent indirectement dans cette politique européenne qui va renvoyer les demandeurs d'asile vers les pays du Maghreb? Je ne sais pas si c'était clair. Oui, c'est très clair. Mais ça, c'est le désir. Depuis la fin des années 80, les pays de l'Union européenne poussent les pays du Maghreb à reprendre un petit peu les immigrants qui transitent par cet espace. Or, la plupart, pratiquement tous les pays du Maghreb disent qu'ils sont d'accord pour récupérer, pour accueillir
le refoulement de leurs citoyens uniquement, pas les personnes qui transitent par cet espace. Mais je crois que tous les pays du Maghreb sont signataires de la Convention de Genève. Et tous les pays du Maghreb, plus que ça, au niveau de, parce que maintenant on parle beaucoup d'immigration mixte et ainsi de suite, tous les pays du Maghreb, comme j'ai dit tout à l'heure, sauf la Tunisie, sont signataires de la Convention. Et tous les pays du Maghreb, même l'Algérie qui a mis un certain nombre de remarques, sont signataires du pacte. Donc, le respect des droits humains est quelque chose de très important. Mais là, on trouve aussi au niveau de l'intérieur du pays du Maghreb des différences et ainsi de suite. Mais ils ont tous mis en place une législation dans le début des années 2000, entre pratiquement 2003 au Maroc, puis la Mauritanie, l'Algérie, je crois que c'était le dernier qui a mis en place une loi, c'était en 2008, si ma mémoire ne me trahit pas. Mais on trouve pratiquement ces lois dans les pays du Maghreb qui est pratiquement les mêmes. Hein. L'esprit est le même. Ils sont très coercitifs aussi, très sécuritaires. Bon, maintenant, il y a une volonté, une demande, par exemple au Maroc, de changer, mais ce n'est pas uniquement au Maroc, dans tous les pays du Maghreb, qu'il y ait une loi un peu plus ouverte, plus humaine pour l'accueil et ainsi de suite. Et bon, le contexte actuel, je crois au niveau du pays du Maghreb et avec ce qui s'est passé à un moment en Libye, et ainsi, ça retardait pas mal de choses dans un certain nombre de pays. Mais je crois que c'est une obligation morale et des engagements aussi, hein, donc vis-à-vis des conventions, le respect de ce que nous avons engagé vis-à-vis des conventions au niveau international. Et ça, je crois, c'est les pays du Maghreb. Je ne suis ni leur avocat, mais je crois qu'il y a un travail, il y a une société dynamique, civile, heureusement très dynamique, et des chercheurs aussi qui tirent le signal d'alarme, qui appellent, qui essaient d'aider à la prise de données, des données, des travaux pour aider à la prise de décision. Et j'espère qu'on évoluera vers quelque chose de constructif et de pérenne dans ce domaine. Parce qu'il y a des politiques, par exemple au Maroc, il y a la mise en place de politiques pour l'immigration, hein, une stratégie nationale pour essayer d'accompagner avec 11 axes et ainsi de suite, qui est transversale, avec des activités. Maintenant, on est au stade de la territorialisation de cette politique. Il serait intéressant de faire le bilan pour voir un petit peu comment ça se passe en fonction des régions, en fonction des communes et ainsi de suite. On peut dire la même chose pour d'autres régions. De mener une politique migratoire. C'est ce que se fait actuellement en Tunisie au niveau des communes. Hein. Donc, il y a tout un travail très intéressant qui se fait auprès des communes qui accueillent le nombre le plus important de migrants et de réfugiés. Là, Malim n'a pas pu joindre avec micro, mais elle m'a envoyé sa question. Sa question est relative au pacte de Marrakech, bien sûr signé en décembre 2018. Sa question, il voudrait savoir si les pays du Maghreb sont tenus de présenter un rapport. Et actuellement, moi, je sais que c'est parce que j'ai écrit un article là-dessus, ce pacte n'est pas contraignant. Mais est-ce qu'il est nous savons bien donc, que ce pacte-là a reflété plus ou moins disons, le regard de la politique européenne, mais en même temps, il a pris en considération certains droits. Est-ce que finalement, ce pacte est une bonne chose pour les migrants ou non? Bon, de toute façon, pour moi, en tout cas, ça n'engage que moi. On est entré dans une réflexion pour peut-être préparer quelque chose pour voir un petit peu comment on peut s'appuyer sur le pacte pour faire avancer la cause des migrants et d'immigration. Parce que c'est quelque chose de très important. C'est vrai, il y a les 23 objectifs de pacte, il y a beaucoup de choses très intéressantes dedans, même s'il n'est pas imposable. Et ça, c'est ça, je crois, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure que l'esprit, il était plus soft, hein, si vous voulez, mais il y a des choses très intéressantes dans ce pacte. Il n'est pas imposable, c'est le seul point de faiblesse, mais ça, il fallait s'attendre. Mais j'allais dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas imposable non plus, et pourtant, elle fait référence. Donc, nous espérons, en tout cas, moi, j'espère qu'un jour, en parlant des questions d'immigration au niveau mondial, on pourra s'appuyer sur ce pacte, bien sûr, qu'on peut modifier, qu'on peut ajouter dans les années à venir. Mais déjà, c'est une base qui est très, très importante sur laquelle on peut travailler. Et l'année prochaine, il va y avoir donc, des pays qui se sont déclarés des pays champions. Par exemple, le Maroc est parmi les pays champions, le Portugal et ainsi de suite. Et il va y avoir l'année prochaine, le printemps prochain à New York, un bilan, un forum mondial
pour faire l'évaluation un petit peu de ce qui était réalisé, les bonnes pratiques et ainsi de suite. Et ça va nous donner quand même une idée sur ce qui était fait, ce qu'il y a à faire, ce qui reste à faire, quel chemin suivre pour mettre en application les 23 objectifs du pacte de Marrakech. Ce pacte, nous savons bien qu'il a été contesté par la société civile, mais Notamment, toujours, comme je l'ai pas montré uniquement. dans mon texte aussi, c'est toujours possible de se greffer sur les aspects positifs du pacte et par la suite essayer de l'évaluer après quelques années et de demander à ce que les États intègrent dans leur politique migratoire, pour les États qui ont une politique migratoire, parce que d'autres États, peut-être, ils subissent les politiques européennes et ne mettent pas en place une stratégie réelle, parce que le travail qui se fait au niveau de la société civile, il est parfois beaucoup plus important que le travail mené au niveau étatique, pour le cas de la Tunisie, par exemple. Nous arrivons au terme. De toute façon, au niveau mondial, si tu permets, au niveau mondial, de toute façon, la société civile joue et a joué un rôle très primordial. J'ai eu la chance de participer aux réunions qui ont eu lieu à Marrakech avec la société civile. C'est vrai, il y avait beaucoup de débats et ainsi de suite. Et la conclusion, c'était globalement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il fallait prendre du bon. Et bien sûr, il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de remarques. J'espère qu'ils vont arriver là où il faut pour qu'ils soient appliqués. Mais le pacte reste ce qu'il est. Donc, si on voit le verre à moitié vide, effectivement, il n'est pas. Mais si on le voit à moitié plein, ça, c'est autre chose. Donc, il est entre les deux. Donc, la réalité, si on veut la réalité, il n'est ni noir absolu, ni gris indéterminé. Donc, il est quelque chose entre les deux qu'il faut chercher, que ça demande d'être, ça demande du travail, ça demande la bonne volonté de part et d'autre. Mais c'est une base de discussion. Nous arrivons au terme. Il y a des pays qui ne l'ont pas signé, hein, comme les États-Unis et d'autres. Pardon, ouais. J'arrête. Nous arrivons au terme de cette conférence. C'est très passionnant de continuer à discuter avec M. Charef. Malheureusement, je ne peux pas donner la parole à nos amis qui sont présents avec nous. C'est Mohamed, merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir